officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Bonjour. Une affiche comme vous n'en trouverez nulle part ailleurs, car rien que des monstres sacrés, des gens qui sans nous ne se seraient sans doute jamais rencontrés. Oh là là. Et puis un garçon qui fait les mêmes plaisanteries qu'à 20 ans, donc j'en conclus qu'il n'a pas vieilli du tout, Jean-Yann. C'est pas arrangé. De l'abbé Pierrelot de Méaulte. Ah, je l'aime beaucoup. De 1867 à 1870, quelle maladie Louis Pasteur étudia-t-il à la demande du gouvernement français? La débirousse. La variole, la débirousse. Qu'est-ce que c'est? Bah, il y a la four verte ou la débirousse, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est comme maladie? C'est la diarrhée des lapins. Quand tu es dans le midi, il dit bah, putain, mes lapins, je sais pas, c'est qu'ils ont la moitié qui a la débirousse et l'autre la four verte. La diphtérie. Pasteur, il a jamais rien étudié, il a tout découvert par hasard. Il renversait un truc, je plaque. Oh merde, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il voyait un microbe. Il a découvert la pasteurisation. Il laisse bouillir un machin, pouf, le lait tourne plus. À un moment, il amène le... Parce qu'on va me raconter ce qu'on veut, mais qu'il s'est pas passé des choses avec le petit Joseph Mesmer. Alors là... Pour la rage? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, quand on lui amène un petit enfant joli et tout, comme ça, j'ai été mordu par un chien. Viens sur mes genoux, mon petit Joseph. Alors l'idée le truc formidable, c'est que, vous voyez comme la légende se change, que le petit Joseph Mester est le mec qui a mordu le chien. Eh oui. C'est vrai. D'abord, le chien, il était pour rien du tout. Le pauvre chien, on l'a tué, le chien qui avait rien foutu. Cet imbécile d'Alsacien s'était baladé partout, il mordait tout ce qui bouge. Il attrape un chien, il le mord. Le chien, il gueule, il bave, les mecs, il a la rage bougne. Et pour pas se faire engueuler, mordu le chien et tout. Alors on a vacciné Joseph Mesmer qui avait... Mais le chien est mort. Ouais. En fait, le vaccin de Pasteur était pas au point du tout. Pasteur était un imbécile. En plus, il vaccinait du beurre, il paraît. Pasteur vaccinait du beurre. Non, il faisait du beurre pasteurisé, ce qui était... Ah oui, ça ne pas. Alors, eh ben c'est comme ça comment vous croyez qu'on pasteurise le beurre? Avec des vaccins de la rage. On a un élevage de beurre et on prend des petits bouts de beurre qu'on insémine, qu'on met... vous savez comment on fait, c'est comme pour les spermatozoïdes, hein. C'est sur les vitraux. Les spermatozoïdes sur les vitraux. On a des vitraux, et puis on prend des embryons qu'on met dans les vitraux. Ah, in vitro. In vitro, oui. Alors on a... alors vous croyez que ça fait beau dans les églises, tout ça? Que les gens ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a là-haut sur les vitraux? Bah c'est les embryons, monsieur l'abbé. Il y a même des mecs qui les font directement sur les vitraux. L'histoire de Pasteur racontée aux enfants. Pasteur, tiens, Pasteur, mon œil, oui. Ah oui. Bon. Alors après, il a cherché des trucs, évidemment. Qu'est-ce qu'il a découvert? Alors là, pendant 3 ans, le gouvernement, et plus La spécialement variole. le ministère de l'Agriculture. Les machins qu'a pris Ben Johnson à Séoul et qui lui donnent des gros nichons en go. Les anabolisants. Non. Mon cher Pasteur, nous aimerions que vous nous fassiez une petite recherche sur les anabolisants. Ah, mais oui, monsieur le président. Hop là, qui cherche. Non, alors là, il a été à la campagne. Et... cet homme-là, il ne peut pas rester enfermé à l'Institut Pasteur toute la journée au milieu de ses cornues. Qu'est-ce que vous avez contre Pasteur, qui est une de nos gloires scientifiques? J'aime pas la Marseillaise, j'aime pas les paroles, je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, Pasteur? C'est pas Pasteur qui a écrit la Marseillaise. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries. Non, je ne permettrai pas, mais enfin, il y a un petit doute quand même. Il y a un doute. Enfin, c'est un nom comme ça, alors. C'est une maladie humaine? Non. Maladie des bœufs. Le mildiou, peut-être? Non. Alors, effectivement, on lui a demandé d'étudier les maladies d'une certaine espèce animale. Animal. Bon. Le pouls de corps. Non, le corps du pouls. Le morbac. Connu. Il a inventé la Marie-Rose. D'ailleurs, Marie-Rose Pasteur, son épouse, charmante, très charmante. Madame Pasteur, on n'en parle jamais. Alors, en voilà une glorieuse, là, mais qui n'a pas été vraiment... Elle a rien fait. Elle a rien fait. Non.
et le repos du pasteur, c'est quoi? Le bon pasteur. Parlera-t-on suffisamment de ces femmes qui, dans l'ombre, C'est derrière les grands hommes, les aident à mener leur combat contre la vie et réussir dans l'existence? Et l'autre qui rentrait plein de saloperies, de chiens et tout, qui avait fait de la rage, plein de bave tous les soirs. Marie-Rose, lave-moi ma chemise. Hop, vas-y. Marie-Rose Pasteur à quatre pattes en train de rager. Ah, c'est beau ça. Et l'autre il revenait avec du lait caillé et tout, il cherchait la pasteurisation. Il s'en foutait plein sur lui, bourré de yaourt et tout. Et qui se tapait sans machine à laver. Encore Marie-Rose Pasteur, et vas-y avec la brosse et tout. Oh là là, c'est bien vrai. D'ailleurs, Marie-Rose Pasteur et la mère Denis, même combat. Hein. Là, je vais vous dire. Sauf qu'elle faisait tout à la main. Hein. Ah ouais, mais... Bon, alors, il a découvert... Alors, il étudiait les maladies Du cornichon. L'abbé Pierrelot de Méault a gagné 1000 francs, vous l'applaudissez très fort. Bravo, l'abbé. Car c'est un prix culture, bon. cette maladie qui compromettait une industrie française très prospère, L'escargot. c'était les maladies du ver à soie. Ah, mais oui, bon, mais mon Dieu, mais c'est bien sûr. Ben oui. Mais oui. Le verre à soie. De Madame le Prieur d'Agon-Coutainville, qu'est-ce qu'on réserve comme activité aux lapons qui ont de bonnes dents? Eh ben, ils marchent pour les autres, quand non plus. Pour les chaussures. Ils font le hachis parmentier. Ils préparent le hachis parmentier pour les vieillards. Il tanne les peaux. Non. Pour les trous dans les chaussures. Ah oui, les trous dans les godasses pour passer les lacets. Avec les dents. Alors ils s'enlèvent une dent sur deux pour que ça fasse pas trop serré. C'est souvent qu'on voit un esquimau avec un basket dans la bouche. Il coupe le cordon ombilical. Ils font quelque chose d'un coup de dent. D'un seul coup de dent. Ils circoncisent leur petit. Alors, c'est pas la circoncision et c'est pas leur petit. C'est les pingouins. Ils circoncisent les pingouins. C'est pour ça qu'on les voit debout qui battent des ailes. Ils ont très mal, les pauvres pingouins. Ils s'attaquent à un animal. Un coup de dent. Un seul coup de dent. Les rennes. Les rennes. Et qu'est-ce qu'ils font aux rennes? Les testicules. Oui, ils castrent le renne. Mais ils font des courses comme ça, les Esquimaux derrière les rennes, si je t'attrape, c'est mort. Ça doit être très très gai. Qu'est-ce qu'on doit se marrer là-bas? En tout cas, il y a une hospitalité lapone extraordinaire. Oui. Puisque quand le maître de maison vous dit « vous prendrez bien quelque chose avant de partir », c'est généralement sa femme. Ben oui. Sinon, non. Aïe, aïe, aïe. Méfions-nous des dents de l'Esquimau. Question de monsieur Le Sac. Il nous en reste en moyenne 11 à 70 ans. De quoi s'agit-il? Les dents. Les dents. Les dents. Bonne réponse de Jean-Yann. Ben, ça suffit bien. Oui, ça À suffit. cet âge-là, ça mange plus beaucoup. Puis si elles sont bien placées. L'important, c'est d'en avoir 6 en bas et 5 en haut, parce que s'il a les 11 en bas, le mec, ou les 11 en haut, c'est là qu'il est dur. On en a combien? On en a 32. Moi, par contre, j'ai tout dans le bas, moi. J'en ai jamais eu en haut. Jamais. T'en as jamais eu. J'ai eu 32 dents, mais dans le bas. C'est pour ça que je ne mange pas, je suce. Des esquimaux, des oranges. L'autre jour, j'ai voulu honorer quelqu'un et j'ai acheté le bouquin de Rika Zaraï. Alors j'ai vu avant, pour vous mettre en forme, vous vous massez le pouce du pied et en plus vous appuyez sur le côté gauche de la cheville du pied gauche. Et un rapport net avec les testicules, paraît-il. Et ça serait pas mieux de se masser directement les testicules? Mais là, faut demander à quelqu'un. Moi, je l'ai fait, ce truc-là. C'est affreux. Je l'ai fait. La gonzesse, elle est partie quand tu fais ça. Ah ouais. Et il paraît qu'il faut se faire une infusion en plus avant. Oui, mais c'est pour boire l'infusion, faut pas tremper, hein, parce que Mais moi, ça en brûle, hein. Moi, j'ouvre le sachet de thym et je me le plante directement le zizi dans le sachet de thym. C'est beaucoup plus rigolo. Un bouquet garni, c'est pas... Parce qu'en plus, ça fait joli, ça fait arbre de Noël. Hein.
Vous pensez qu'on a intérêt à présenter le sexe comme ça avec des accessoires? Bah ça dépend quel sexe on a, mais quand un type qui a un sexe qui est pas très avantageux, autant qu'il le décore. Regardez les arbres de Noël, c'est pas très beau comme ça. Je conseille d'éviter la bougie parce que évidemment il faut la mettre avec des petites pinces, alors ça fait mal. Les petits fils d'argent, les trucs, des cheveux d'ange, les machins comme ça, c'est pas mal. Une petite étoile au bout, ça peut être sympathique. Hein. C'est comme les souliers. On peut même mettre les petits santons en bas, un bof d'un côté, un homme de l'autre. C'est plus un slip, c'est une crèche. C'est vrai, Gérard a raison, les trucs d'arbre de Noël, ça sert qu'une fois par an. Puis ça permettrait de passer les disques de Tino Rossi toute la nuit. Petit papa Noël, gna 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 gna. Et une guirlande lumineuse qui... Si vous voulez, mais il faut mettre la prise où ça, monsieur. Si vous me permettez une question osée. Alternatif, hein. On pourrait prendre une bonne page, monsieur. Oui, bien Sébastien, sûr, oui, là, les secrets naturels. Mais attendez, mais je peux pas prendre. Elle nous l'a apporté pour qu'on puisse faire la lecture publique. Voilà. Alors moi je disais que le truc quand même qui m'avait le plus effrayé, c'est le repos, faire éventuellement un petit somme avant l'amour. Il paraît que ça permet Même un petit somme avant de dormir, ça repose bien. Il a trouvé un truc là. Oh, je te dis pas la journée d'action, dis donc. C'est un boulot, mais alors c'est inimaginable. Ça prend toute la journée. Avant le dîner, pratiquez la respiration en carré, mettez-vous en chandelle pendant 5 minutes. Avant de vous endormir, pratiquez le cinéma mental en visualisant vos articulations. Mais elle est marteau. Vraiment, tu rigoles comme si tu avais Tu pas l'as ton touché bon dans mon sens. plumard, je pense à mon genou. Oh, je le vois bien. Oh, je le vois bien, mon genou. Mais Oh, oui. mon petit coude. Oh là là, mon coude. Oh, Écoute, Et c'est ça, c'est du cinéma mental. c'est le cinéma Cinoche mental. Et le cinéma mental, est-ce que ça soigne les anthrax? Ça peut soigner tous nos problèmes. Moi, je veux bien penser aux articulations dans mon cinéma mental, mais pas aux miennes. Pour chaque maladie, j'ai des recettes de cuisine. Le velouté d'amour, mouillé avec de l'eau. Et qu'est-ce que je vois ça? Mais Passez lis le toute la tout aux phrase. Chinois, mais vous alors? Il faut avoir un Chinois. Tu descends au restaurant chinois en bas de chez toi, y a pas de problème. Et moi, je connais pas de Chinois, je veux bien mouiller avec de l'eau, mais s'il n'y a pas de Chinois, Arrête. comment je vais faire? Qu'est-ce que vous conseillez contre l'alcoolisme? Il y a... Bon, déjà, pour soigner son foie, Et c'est dis donc, mais c'est des indispensable. plantes, alors ça va. Oui, Bah mais oui, c'est des plantes. Mais des plantes qu'on fermentait et qui ont Oui, mais mis ça- dans Le la raisin, par sol. exemple. Laissez vivre les plantes, laissez-les vivre. D'abord, Pas soigner le interdire foie. aux plantes de fermenter. Non, merde alors, c'est normal, c'est naturel. Vous savez que c'est sensible, une plante. D'accord, qu'on ne mange pas du bœuf, d'accord, du gigot, d'accord, mais non, alors là, les plantes, excuse-moi. On peut boire du Bordeaux quand même, merde alors. Mais alors, buvez un tout petit peu pour la fête. Le whisky, c'est des Buvez- plantes. Un petit peu, ça ne nous intéresse. Et le whisky, c'est des plantes. Mets-toi bien dans la tête qu'on n'est pas la génération des petits peu. Maintenant, les petits journaux, ils font ce qu'ils veulent. Mais Monsieur Bouvard, Monsieur Sébastien et moi faisons partie d'une catégorie d'individus. On veut se goinfrer. Voilà. C'est vrai. C'est pas des petits peu. On veut pas petits bézouilles, petits boissons. Nous, on veut... Voilà. On est les nouveaux 1, nous, voilà. Alors, tu commences, un tout petit peu. De Monsieur Goberville, de Noisy-le-Sec. Question pour Kersauzon. Parce que c'est Noisy-le-Sec. Oui. J'ai rien dit. Je veux plus être à côté de ce mec qui va me frapper un jour. Déjà dans les coulisses, il m'a frappé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes tout seul sur votre bateau? Il répare son bateau. Il étudie la carte. Il se prépare ses petits repas. C'est ta femme qui te fait les gamelles? Je peux t'en livrer une tout de suite, tu vas la prendre. Oh mais retenez-le. Non, mais arrêtez le jambon, remettez-lui un os et puis en vitrine. Il avait frappé le zèbre. Non, mais c'est parce qu'on vous aime bien et que votre métier nous passionne qu'on vous pose des questions. Faut pas le C'est ton prendre métier mal. Ah, je savais pas, je crois que tu faisais ça pour t'amuser le soir.
Arrête ou je dis ton surnom. Hein. Christophe Coulon. Tu manges du poisson sur ton bateau? T'as le temps de pêcher? À la vitesse où il va, oui. Non, mon petit Olivier, là, doucement, doucement. C'est des blagues, je le pense pas une minute. Mais non. Je m'en fous, est-ce que tu fais sur ton bateau? Je savais même pas que tu faisais du bateau. Bon, de monsieur Nicolas Jacques de Reims. Quand dans les églises pratique-t-on la cérémonie dite de réconciliation? Ah, quand il y a deux religions. Oh non. C'est la cérémonie, on se tape dans le dos, c'est que tout est fini. J'aurais pu crever, pauvre con. Un jambon, c'est déjà mort et prétentieuse. Je suis sûr que je vais être rouge, j'ai la marque de la main dans le dos. Là. Va te voir. Voilà. On dirait qu'on lui a posé des ventouses. Je déteste la violence. Bon, Alors, quand pratique-t-on dans les églises la cérémonie dite de réconciliation? Quand quelqu'un meurt et qui se convertit au dernier moment, non? Alors effectivement, c'est dans un enterrement. Qui c'est qui se réconcilie? Le mort avec Dieu? Avec Dieu? Lorsque c'est un enfant qui est mort et qui n'a pas reçu le baptême, comme il est menacé de terminer pour le restant de ses jours Dans les limbes. et de sa vie éternelle dans les limbes, on lui applique le sacrement du baptême post-mortem per omnia secula seculorum. Amen. Non, Père Martin, ça n'est pas cela. La parole, maintenant, va être donnée au révérend père de Kersozon, celui qu'on a appelé le secours des naufragés. L'abbé, votre sentiment sur la cérémonie de réconciliation? La réconciliation a lieu dans nos églises lorsque le défunt, après avoir cependant reçu les derniers sacrements et avoir regretté la vie impie et infâme qu'il avait menée à refuser d'être en permanence aux différents offices religieux que la paroisse organisait pour lui, autorise cependant une sépulture chrétienne en fonction des différentes miséricordus initabile. La parole est au révérend père Yann, évêque de Meaux. La cérémonie de réconciliation est essentiellement pratiquée dans nos églises lorsque le mort de son vivant a tiré une grande claque dans la gueule au chanoine et que celui-ci, solennellement en face de la bière, lui dit « Je t'en veux pas ». Le 7, le 8 et le 9 placés. La parole est au révérend père Bouvard, dit rat du sol. Le révérend père Bouvard, sol jésuite surbaissé, celui qui traite les fidèles plus bas que terre et que vous n'apercevez pas car il est en train de concélébrer sous le tapis du maître-autel. Le révérend père Bouvard va vous donner la réponse. Oui, bah votre petite cérémonie, ça nous coûte 500 francs. C'est pas cher pour une messe, abbé. Vous applaudirez quand même monsieur Nicolas Jacques. Ah, mais il a gagné. Il a fini par gagner. Qui a su recoller quelques grosses têtes légèrement fêlées. La cérémonie... Remercions l'Éternel de ce bifton de 500 balles qui tombe dans notre fouille. Nicolas Jacques, bien que tu ne sois pas de notre religion, comme ton nom l'indique, tu es forcément un étranger loin du Seigneur. Reçois ce billet de 500 balles de la part de RTL et offre-le aux œuvres dont je vais te donner l'adresse. Sauvons Jacques Martin du Fisc, boîte postale 540, Paris 8e.
envoyez tous vos chèques à l'abbé Fabius. Les fidèles désirant communier devront s'avancer par la haie centrale. La haie centrale. À gauche à la fraise, à droite à la vanille. Ceux qui veulent communier avec 2 boules arrivent au milieu. Vous connaissez pas la communion en sorbet pour les pays chauds? La réponse est que la cérémonie dite de réconciliation se pratique dans un enterrement lorsque le défunt s'est donné la mort. Madame Debré de Reims. Je savais que le mari était dans la gêne, mais déjà... Un concours radiophonique, Quelle est la seule partie de l'homme que la loi permette de vendre en France? Après sa mort. Qu'est-ce que vous me racontez là? Après sa mort. Qu'est-ce qu'on peut vendre une partie de son corps? Les cheveux. Bonne réponse de Jean Dutour. Ce genre de question ne m'intéresse pas du tout, moi, alors, je veux dire. J'ai plus rien à vendre. On peut pas vendre d'autre chose? Non. On n'a pas le droit de vendre. Pas vendre son foie? Non. Non, ça ne se vend pas, c'est une donation. On ne peut pas vendre son gueule? Et même, vous n'avez pas le droit de vendre votre sang. Non, ça c'est vrai. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Même si on en fait du boudin? Sous forme de boudin, on ne le sait pas, que c'est du sang. Et à certaines banques spécialisées, vous ne pouvez donner le meilleur de vous-même qu'en échange... Les banques de sperme, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Oui. Qu'en échange d'un bon de soupe ou de quelques publications... Ah bon? Ah bon, ça se paye. Ça se paye. On n'a pas le droit. On le fait parce que la demande est supérieure à l'offre. Oui. Mais on n'a pas le droit. Non. Ah oui, la demande est supérieure à l'offre. Oui. On manque de donneurs. Ah oui. C'est vrai, c'est un problème. Alors c'est tout. Il faut donner ce que l'on a, hein. D'ailleurs, combien de fois ça a dû vous arriver? Une prêteuse vient vous trouver, vous dites j'ai déjà donné. Mais oui. Oui, mais... Je vais vous dire très franchement, à un certain moment, moi, ma situation n'était pas très forte. C'était les seules banques qui me recevaient. Oui, mais il faut pas reprendre de l'emprunt, ça non. Non. C'est des banques de dépôt uniquement. Et pas d'escompte non plus. Et vous savez qu'on n'a pas de carnet de chèques parce que c'est défendu de tirer. Mais je suis jamais rentré dans ces établissements. Qu'est-ce qu'il y a derrière le guichet? En bas, devinez. C'est des comptoirs très bas. Ouais. Alors, et puis on se met en ligne comme ça. Et puis, vous arrivez devant le comptoir, vous tapez. Oui. Alors un petit guichet s'ouvre. Vous faites pénétrer dans lui l'organe déposeur. De l'autre côté, on ne voit pas ce qui se passe, mais on sent comme une démangeaison. L'ambiance de cette banque est très marrante. Ah oui, tout le monde chante. Il y a des cambrioleurs qui ont essayé d'ouvrir les coffres, qui ont été épatés. Des types qui avaient marqué banque, ils rentrent. C'est un braquage. Vous vous rendez compte, la bonne femme qui fait les comptes le soir? Oh là. Il y a un ordinateur comme partout. Oui, c'est un ordinateur. Et ça existe ces banques? Oui, bien sûr. Dans tous les quartiers maintenant. Oui, maintenant, oui, partout, oui. C'est pas ce qu'on appelle la caisse des potes? Des consignations, non? Et quand la banque est fermée, ils passent le soir à domicile. Oui. Mais il n'y a pas des cartes bleues, on peut pas le faire dans la rue comme ça pour déposer la nuit. Le Diners Club. Non, des fois, non, c'est embêtant parce que si ça se détraque, ils vous la rendent pas. C'est drôle de truc, Bon, eh bien, sur un sujet qui est loin d'être épuisé, nous avons eu quelques belles minutes. Alors, minutes à perdre. Je voudrais maintenant essayer de glisser... Non, pas avec moi. Non. Ouvrez le Judas. De Madame Beauregard. Quelle est l'une des premières politesses que l'on enseigne aux petits japonais?
Bah, C'est ça. Écoutez, vous pouvez prévenir chez vous que vous n'allez pas rentrer tout de suite. Hein, là. Allez téléphoner, envoyer un télégramme, parce que là, la politesse chez les Japonais, déjà, sa route va nous faire 1h15. Alors, là, prévenez chez vous, parce qu'ils vont s'inquiéter. Alors, c'est quelque chose que les petits Japonais, mais à 3-4 ans, sont habitués à faire lorsqu'il y a des visiteurs à la maison. C'est verbal, c'est physique, Non, non, c'est ils quoi? font quelque chose que le rituel japonais commande. Ils font le thé. Non. Ils amènent les patins. Ils n'amènent pas les patins, mais c'est pas loin. Ils les roulent. le tatami. Ils roulent les patins. Ils enlèvent les chaussures. Alors, les chaussures sont déjà enlevées par les... Ils lavent les pieds. Ils enlèvent les chaussettes. Ils coupent les ongles des Ils pieds. arrosent les pieds avec du parfum, parce que des fois, il y a les Japonais qui reniflent. Alors, effectivement... Parce que c'est les premiers à sentir, c'est comme le grisou avec les petits chiens. Comme ils sont petits, les Japonais, ils sont au ras du sol. Alors ils préviennent leur maman, il dit le mec, il sent des pieds. D'autant que ça arrive à la mère et au père. Surtout le père, si c'est un très grand Japonais, de 2,50 m, un des grands Japonais. Alors, c'est vrai que ça concerne les chaussures des invités. Il est cire. Il est délasse. Non. Il est... Il lui lave les pieds, non? Il est Non, ils rossomel. prennent les chaussures et puis ils s'occupent des chaussures. Ils les font cuire. Ils font quelque chose qui est très apprécié par les invités. Ils mettent des trucs dedans. Non. Ils les Ils les mettent dans le... remplacent par des pantoufles. Ils les mettent dans le four pour les chauffer. Non. Mais ils les mettent dans la glacière pour les refroidir, alors, parce que le Japonais, il est très chaud. Ils remplacent par des sandales. Ils les revendent pour gagner du fric. Ils les foutent Ils sur les la tête. étiquettent pour qu'on les reconnaisse. S'il y a beaucoup de visiteurs, ils mettent chaussures appartenant à monsieur Suyaka Yemizaki. Pour pas qu'on la file à Yamamoto Kuzugama. Mais une fois qu'ils ont embarqué les godasses, qu'est-ce qu'ils en font de ces godasses? Voilà, c'est ça. Ils les embarquent pas. Ils se couchent dedans, comme ils sont tout petits. Pour les garder. Qu'est-ce qu'ils Non, peuvent c'est bien les faire? chaussures, ils s'occupent des chaussures, on est bien Ils s'occupent d'accord. des chaussures des Alors invités. qu'est-ce qu'on peut faire avec L'invité une arrive chaussure? chez les Japonais. Il retire ses pompes. Des choses. Il se déchausse. Eh, vous fâchez pas, il va nous mordre. Mais la colère qui s'empare de ce type pacifique d'habitude et tout, là, c'est tout hargneux. Parce qu'on a... Oh. Doucement. Alors, le japonais invité arrive. Bonjour, monsieur le japonais inviteur. Bonjour, monsieur le japonais invité. Puis-je vous retirer vos godasses, mais je suis déjà à côté de mes pompes. Il dit, je peux pas... machin. Bon, alors... Le petit japonais de 5 ans arrive derrière, furtif, hop, il pique les godasses. Bon, voilà notre japonais, enfant en possession d'une paire de godasses. Oui, exactement. Qu'en fait-il? Voilà, c'est la question que je vous pose. Il met quelque chose pour boire il peut les dedans? nettoyer, qu'est-ce qu'il peut faire avec une paire de godasses, à moins d'une déviation sexuelle japonaise que je ne connais pas. Il peut penser à sa maman en se tapant une paire de brodequins, mais enfin, je vois pas le rapport. Il met des embauchoirs pour les agrandir ou les rapetisser. Il met du papier dedans. Je vous rappelle comment ça s'est passé. Le visiteur, japonais ou pas, est arrivé. Mais il y a combien de temps Pareil, ça? parce que si c'est De Gaulle, ils peuvent habiter à deux. Non mais il y a Dans combien les de temps ça? Il y a 10 ans, 15 ans? Non, ça se fait toujours. Il est arrivé, il a enlevé tout de suite ses chaussures, il est entré dans la maison. Eh ben, il a sonné après parce que il est rentré sans sonner. Là. Vous n'avez pas trouvé. On n'a pas trouvé, on était sur le point, on avait presque tout trouvé. Alors, qu'est-ce Il va nous qu'il a fait, sortir ce pauvre une mec? bêtise. D'abord, je conteste. Je connais très très bien les mœurs des Japonais et leur rapport avec la chaussure. Allons-y, expliquez. Bon, eh bien, on leur apprend à mettre dans le sens de la sortie les chaussures que les visiteurs ont ôtées. Bah voilà qui est délicat. Ah voilà qui est très gentil alors. Comme un voiturier alors. Alors voilà qui est gentil. Moi j'arrive chez un japonais, je retire mes godasses, déjà ça me plaît pas, mais enfin bon, je retire mes pompes. Je vois un moutard qui arrive, qui prend les pompes, qui me les met dans la sortie, je rentre dedans et je me barre, je veux pas... Qu'est-ce que je vais rester à m'emmerder chez un japonais qui veut que je parte avant même que je sois rentré? Mais vous rigolez? Ça c'est poli ça? Morveux de japonais, que je vois un petit môme de japonais. Que je vois un petit con de 5 ans qui arrive avec des yeux bridés, tu vas voir là. Comment j'ai dû filer une carte dans son claque-merde, moi. Mais c'est n'importe quoi. Ah bah bravo, bravo la politesse de l'Orient et tout. Non mais c'est vrai, t'as raison. Allez, prends ton saké, ton sukiyaki, ton machin et... Oh. Bon, on a fait le tour du sujet. Oui. Oh non, on pourrait aller beaucoup Vaste plus loin. sujet. Oh là.
Question de Monsieur Pardon de Villeurbanne. Pourquoi les élégantes du XVIIIe siècle voyageaient-elles à genoux dans leur carrosse? Eh ben, Parce qu'il y avait des chapeaux. et comment faire autrement? Pourquoi? Pour faire plaisir. Parce qu'elles avaient des grands chapeaux Elles avaient qui des touchaient grands le plafond. chapeaux, elles ne pouvaient pas être debout, les chapeaux étaient trop hauts. Ah ouais. Bonne réponse. Et le de- mec se cramponnait dans les mâts. C'était d'ailleurs la coiffure à la belle poule. C'est bien ce que je dis. Mais vous voyez toujours le bon côté des transports. Ben, moi, je me dis que, surtout en diligence et tout, il n'y avait rien d'autre à faire. Ça prenait des heures, alors autant... Bien sûr. Hein, On va faire ça dans le TGV maintenant. Gérard Jugnot et moi-même, nous avons voyagé dans la locomotrice d'un TGV une fois. Tu te souviens, le mec qui roulait ses cigarettes pendant qu'on roulait à 200, 300 à l'heure, dis donc. Mais c'est vrai que ça fait peur de face, hein, la voie ferrée, ça c'est terrible. Surtout quand on croise un autre train qui roule à la même vitesse, ça fait Et 500, sur le même rail. Oui, je te dis pas. Et monsieur Yann, n'êtes-vous pas l'auteur du slogan « Un train peut en casser un autre » Mais oui, c'est des choses qui arrivent. Mais moi, j'avais vu un truc un jour dans le journal qui était tout à fait bien. C'était un mec qui avait voulu se suicider. Il avait attendu que le train arrive en face. Il a ouvert la porte et il s'est jeté dans le vide. Il a été ballotté d'un train à l'autre comme ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas tombé. Donc, Comme au flipper. Et finalement, comme au flipper. Puis finalement, il est tombé. Sa jambe a glissé sous un des trains. L'appel d'air a été tel que la jambe sectionnée est remontée en l'air et repartie, a été à nouveau ballotté. Et il y avait un mec qui était au wagon-restaurant en train de bouffer. Il a pris la godasse en pleine gueule. Et il est mort. Le mec qui mangeait est mort. Et l'autre était debout sur une patte sur la voie ferrée. C'est horrible. Il n'a rien du tout. Alors les gens tiraient le signal d'alarme évidemment, mais on était chercher le suicider. Bon, maintenant il a une jambe de bois. Et le mec qui était dans le wagon restaurant, lui, il est mort. C'est très triste votre histoire. Il est mort d'un coup de pompe dans le train, quoi, le mec. Mais c'est-à-dire que il est. Vous avez bien failli pas pouvoir le dire. Mais je vous jure que c'est pas. C'est la vérité, j'ai la coupure de presse. Il achète tout ça pour la coupure. à la chute. C'est la coupure. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Génial. C'est très fort. Qu'est-ce que ça fait du bien de rigoler. Bon, si vous voulez bien, on va faire dans la culture, car je tiens à avertir M. Sébastien qui n'est pas venu. Ça n'a pas changé. Non, ça n'a c'est très absolument culture. Pas changé. d'histoire de cul, rien. Non, rien, c'est fini. Alors là, rien du tout. Tant pis. Bon, tant pis. Alors. Mais si vous avez des histoires de fesses, on Non. Non. Si j'ai une histoire, j'ai l'histoire d'une bonne femme qui est enceinte et qui son mari malencontreusement lui tire une décharge de chevrotine dans le ventre. Et ça commence bien. Et elle accouche de triplé. Et 12 ans plus tard, il y en a un qui va voir sa mère qui dit « Oh putain maman, ce matin je sais pas ce qui m'arrive, j'ai pissé du plomb ». Et la mère lui dit c'est normal, tu sais, quand je t'ai eu, je t'ai expliqué, ton père m'a tiré la chevrotine dans le ventre et puis les plombs ont dû rester à l'intérieur. Le deuxième jour, il y a le deuxième triplé qui arrive, maman, j'ai pissé du plomb. Ben, c'est normal, je t'avais dit. Le troisième jour, le troisième arrive en disant, maman, tu sais ce qui m'arrive? Je dis, je sais, t'as pissé du plomb. Non, putain, ce matin je me branle, je tue le chien. Ça, on les raconte plus, celle-là. Elle est vigoureuse, hein, vigoureuse. On les raconte plus, celle-là. Non. Tiens, j'en ai une pour toi. C'est un mec qui va acheter un perroquet, tu vois. Alors, il arrive, il a la journée un perroquet, mais parce que j'ai ma femme qui me trompe et je voudrais qu'il fasse un peu de délation. Alors, un perroquet qui me raconte tout. Alors, il prend le perroquet, il l'amène chez lui, et puis il s'en va. C'est un voyageur de commerce, il s'en va. 8 jours après, il revient, il va voir le perroquet en douce. Il lui fait, alors, ma femme, comment elle s'est comportée? Le perroquet lui fait, Oh là là, tu peux pas savoir. Elle s'est tapé le voisin, le facteur, le boucher, tout le monde. Et puis ton meilleur ami. ah bon? Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait avec mon meilleur ami? Eh ben, le meilleur ami, il l'a couché sur le lit et puis tagadac, boum, boum, boum. Et puis alors après? Après, il l'a caressé partout, il s'est déshabillé et tout, et puis il lui est monté dessus. Et après? Après, je sais rien, je me suis branlé, je me suis cassé la gueule.
Elle est charmante, ta bleuette. Charmant. C'est ça, on va raconter ça. Je crois que c'est ici où on va raconter le mec qui dit j'ai un chien qui est dressé, qui pratique des fellations. Non. Il a un chien qui est dressé et qui pratique. Enfin, il fait des bipes, quoi. Alors, comme ça, on le coupera. Hein. Et alors, il dit Rex, fais une pipe à monsieur. Oh, le chien bouge pas. Rex, fais une pipe à monsieur. Le chien bouge pas. Rex, fais une pipe à monsieur. Rex bouge pas du tout. Il s'approche du mec et il dit bon, ben, c'est la dernière fois que je te montre, hein. En l'an 807, quel cadeau le calife de Bagdad fit-il envoyer à Charlemagne? Une coupe. C'est vrai parce que c'était une coupe qui avait un secret. Ça s'appelait la coupe du calife de Bagdad. Et il l'a envoyé et Charlemagne avait ses 3 fils qui s'appelaient Clodomir, Lothaire et Maurice. Enfin, et quand la coupe est arrivée, Charlemagne s'est senti un peu défait. Il a dit c'est gentil, mais il faudrait que je donne ma coupe à mes enfants. Il a réuni ses enfants, il leur a dit je vais vous donner le secret de la coupe du calife de Bagdad. Quand vous boirez dans cette coupe, buvez toujours de côté qui est vers vous. Alors les enfants ont dit pourquoi? Il dit parce que si vous buvez de l'autre côté, vous allez tout vous foutre. C'est une belle histoire, je vous remercie de nous avoir rappelé. Je vous en prie, mais c'est parce que vous me posez une question, je réponds. C'est pas tout à fait la réponse que j'attendais. C'est pas une épée? Non. C'est un joyau? C'était symbolique. En plus, le calife de Bagdad, il avait pas grand-chose à en faire. Et Charlemagne, il était très content, symboliquement. Un cheval. Non, très content, symboliquement, de recevoir ça. C'est un joyau, c'est un bijou, c'est quelque chose? Pour le chrétien, c'est un grand joyau. Eh ben, la croix de quelque chose de Jésus quelconque. Non. C'est un rapport avec la religion? Ça a un rapport étroit avec la religion chrétienne. Non, ça avait un rapport avec Jésus-Christ, enfin en tout cas avec la religion. Les clous. Ça a un rapport avec Jésus-Christ. Bon, alors, si c'est pas le fer, si c'est pas la croix, si c'est pas la couronne d'épines... c'est pas la couronne d'épines. Bon, c'est un bout de saucisson de la crèche. Non, c'est pas des babouches. Vous avez une vision de la passion très moderne, mais il faut dire que vous avez tourné dans un film qui la retraçait. Oui, non, mais là justement, je veux dire, Jésus-Christ, c'est fastoche, il n'y a pas beaucoup de choses. Son cercueil? Alors, c'est pas le cercueil, mais on se rapproche. La pierre tombale On se rapproche de plus en plus. Quelque chose de symbolique, car... Et pourquoi il avait ça, lui, le calife de Bagdad? Eh bien, parce que, je sais pas moi, il avait échangé un cheval. Non, mais il n'était pas en Israël, il n'était pas en Palestine, il était à Bagdad. Il avait dû l'acheter. Il avait été en voyage en Palestine. Ouais, il l'avait ramené. On lui avait peut-être offert à lui. Et il a pensé que Charlemagne en serait un... C'est en pierre? Je crois que c'est du bronze. Et un candélabre, la porte du caveau? Pas la porte du caveau, mais alors là... La clé. Les clés du Saint-Sépulcre. Mais oui, bonne réponse. Avec l'alarme et tout. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Les clés du Saint-Sépulcre. Avouez que c'est un beau cadeau, hein? Alors là, vous m'excuserez, mais je suis sceptique, hein, moi, parce que d'abord, il n'y a pas de porte au Saint-Sépulcre, c'est une pierre, puisqu'on nous dit tout le temps la pierre a été déplacée. Vous confondez pas avec les machins japonais ou les morceaux on peut dormir dans les aéroports, là. C'est vrai, ça, il n'y avait pas de porte, puisque la Vous en savez, vous ne dépensez pas Pantin, hein?
C'est un vrai problème parce que il y a des gens qui écoutent, il y a des mômes qui écoutent cette émission. Ouais, qui on est en train ça de, me paraît un peu comme, je sais pas quoi, la lime à épaissir ou la clé du chantier, ce truc-là. Je veux dire, moi, je crois pas. Ça change tout parce qu'à ce compte-là, Joseph était pas charpentier, t'es peut-être serrurier. Peut-être bien. Il faisait peut-être les deux. Hein. Bon, mais de toute façon, il n'est pas dans son sépulcre, Jésus. Donc, non, donc la clé, on s'en fout. C'est purement symbolique, quoi. Hein. C'est vrai que, honnêtement, le calife de Bagdad, qu'est-ce que vous voulez qu'il en foute des clés? Tu vas envoyer ça à l'autre abruti, là. Pourquoi d'abord les clés? Pourquoi il y en avait plus? Il y avait plusieurs verrous. Serrure 3 points, c'était un sépulcre, ça peut pas non plus être un truc logu avec. Moi, je sais pas. Oui. Je suis pas. Il y avait une caméra de surveillance. Extraordinaire, comme la vie est une chose formidable, parce qu'on vient, on se connaît, on se fréquente, on s'aime, on s'en va, on revient, et c'est. Rien n'a changé, c'est toujours aussi vaseux comme. C'est toujours aussi incertain, c'est toujours. Qui a fait ça et quoi, machin, mais dire, ça n'a pas de sens. Alors les gens ne savent rien et après ils nous ont juré, on s'en fout, c'est pas ça le truc. C'est une bonne sœur qui est comme ça au milieu de la Belgique et puis elle adore la vitesse, elle aime bien la vitesse. Alors elle a acheté un speeder parce qu'elle a une fortune personnelle quand même, elle a tout donné à Dieu bien sûr, son corps, sa vie, son âme. Mais elle a un speeder, c'est-à-dire décapotable, et elle fonce à toute vitesse sur la petite portion d'autoroute qu'elle a près de son couvent, comme ça à toute vitesse. Et à la sortie de l'autoroute, il y a un gendarme belge qui l'arrête, il dit, ma sœur, voulez-vous garer s'il vous plaît? Il dit, qu'est-ce que j'ai fait, monsieur le gendarme? Qu'est-ce que vous avez fait? 192 de vitesse alors que c'est 120 autorisé, vous n'avez pas de ceinture de sécurité, vous avez un sang d'eau sur la cornette. Alors là, je voudrais absolument vous verbaliser parce que c'est une infraction très grave. Il dit, monsieur le gendarme, vous êtes nouveau ici? Il dit, oui, je suis nouveau, je suis arrivé hier. Il dit, non, parce que je connais très bien depuis 20 ans toute la gendarmerie, toute la brigade, ainsi que le capitaine. Voulez-vous l'appeler? Soyez gentil, dites-lui que c'est moi. Il dit, ma sœur, c'est trop grave ce que vous avez fait, je n'appelle personne, je verbalise. Il dit, soyez gentil, monsieur le gendarme, appelez, s'il faut, le capitaine, c'est un ami, tous les gendarmes de la brigade sont mes amis, depuis longtemps, ils me connaissent, avec mon petit défaut, j'aime bien la vitesse. Il dit, ma sœur, à ce point-là, c'est impossible. Il dit, s'il vous plaît. Bon, il fonce dans son camion, il dit, ne bougez pas d'ici. La raison, c'est décapotable. Il dit, allô, capitaine Vandermeer, je me dis, bonjour, petit gendarme Loos, excusez-moi de vous déranger pendant le week-end, mon capitaine. Il dit, mais je viens d'arrêter une bonne sœur dans un speeder. La bonne sœur qui va vite? Il dit, oui, mon capitaine, vous la connaissez? Oui, c'est une amie, vous la laissez partir, c'est une amie depuis longtemps, hein. Il dit, mon capitaine, est-ce que je dois considérer ça comme un ordre? Il dit, oui, absolument, gendarme. Bien, mon capitaine. Il dit, gendarme, vous êtes seul avec elle? Oui, mon capitaine. Alors, juste avant de la laisser partir, vous approchez de... C'est un speeder, c'est bien décapotable. Oui, oui, c'est un speeder. Vous approchez d'elle et vous baissez votre pantalon réglementaire et votre slip. Et puis, bon week-end, gendarme. Merci. Merci, mon capitaine. Il s'approche de la voiture, qui est en pleine campagne, toute seule, tout décapotable. Et en rougissant, il défait son ceinturon. Et en s'approchant de la portière de la voiture, où il y a la bonne sœur qui attend comme ça, les deux mains sur le volant, il baisse son froc et son slip réglementaire. Et la bonne sœur fait « Oh non! Non! Encore une fois dans le côte-est. » C'est un curé, il appelle l'évêque, il fait « Écoutez, monseigneur, je prends des vacances. Il n'y a pas de raison que les ecclésiastiques ne prennent pas de vacances. » Mais vous êtes fous, je prends des vacances. Et j'ai calculé, je prends 8 jours, je vais en thalassothérapie, je pars 8 jours. Alors, après la messe de 11h dimanche prochain, hop, je pars. Je prends l'autocar et je rentre que le dimanche suivant, avant la messe de 11h. 6 jours, rien. Mais vous êtes fous, ça va pas, ça. Une église, faut être là. S'il y a des sacrements, il n'y aura pas de sacrements. Les baptêmes, je les remets à 8 jours. Les communions, les machins, tout ça, c'est remis à 8 jours. Mais si les gens décèdent, on les mettra au frigidaire, ils m'attendront. Mais il dit, mais, et les confessions? Il dit, les confessions, j'ai tout prévu, j'ai un bedeau. J'ai un bon bedeau Octave, il est très bien. Alors, il prend ma place, les fidèles sont d'accord, il prend ma place au confessionnal, et puis il a une liste, il a pour toutes les punitions, voilà, 3 ave, 3 pater, 2 tours d'église, il a pour chaque péché, véniel ou mortel, il a les réponses. Et le curé s'en va, l'évêque il dit rien, et les gens viennent se confesser. Mon père, je m'accuse
d'avoir volé des pommes chez Madame Béchard. Voler des pommes. Alors, petit vol, 2 AV, 3 pater, 1 tour d'église. Mon père, suivant. Mon père, je m'accuse, j'ai flirté avec M. Martemeau. Vous avez flirté, alors petit flirt, voyons voir. Péché, c'est pas mortel, c'est véniel. Alors, 6 pater, 7 AV, 4 tours d'église. Alors après, un autre vient, une bonne femme qui arrive. Écoutez, je m'accuse d'avoir eu des rapports sexuels avec le pharmacien, M. Dugommier. Alors, rapport sexuel, péché mortel, 12 pater, 12 AV, 11 tours d'église, c'est bien. Et puis une petite jeune fille arrive. Mon père, je m'accuse. Alors, Bedeau fait parler plus fort. Mon père, je m'accuse d'avoir fait une petite fantaisie au charcutier. Répétez. J'ai fait une petite fantaisie au charcutier. Petite fantaisie. Mais j'ai pas ça. J'ai pas ça. Vous avez pas fait autre chose? Parce que je vous classerai autrement. Non, j'ai juste fait une petite fantaisie. Vous n'avez pas fait 2? Non, une seule. Écoutez, là, sur mon papier, j'ai pas de réponse du curé, là. Vous êtes sûr d'avoir fait ça? Oui, ça n'a pas été plus loin. Non. Oh, il y a un enfant de cœur qui passe. Alors le Baudou, il sort, il fait « Hé, petit, viens ici. » Oui, qu'est-ce qu'il y a? Dis donc, le curé pour une pipe, qu'est-ce qu'il donne? Il fait « Un bounty !» C'est ce qu'on appelle une tranche de vie. Il y a une histoire. Au moment où les curés étaient encore en soutane, hein, ça c'est très important pour l'histoire, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un jeune vicaire qui vient prendre son poste dans un petit bled comme ça, et la paroisse est tenue par un très très vieux curé. Le jeune vicaire, il a 25 ans, et voilà la petite bonne du curé. La chair est faible, on a beau être ecclésiastique, il regarde la petite bonne, et un jour il la coince dans le couloir, disons. Mais alors il est gêné avec sa soutane, alors il la prend comme ça, il lui relève la robe, et il lève la soutane, et au moment où il va passer à l'acte, paf, il y a la soutane qui lui retombe sur les parties vives. Alors il reprend la soutane avec ses mains, il la relève, pendant ce temps-là, la robe de la fille redescend, alors il lâche la soutane, paf, il reprend la robe, il la remonte, et tout, il se mélange dans ses vêtements, il remonte la soutane, il baisse la robe, et il n'y arrive pas. Et il y a le vieux curé qui passe la tête dans le couloir, il fait « Hé, la soutane avec les dents !» Excusez, monsieur Yann, cet anticléricalisme primaire. Oh, ben je pense pas qu'il soit choqué. Non, j'aime bien, moi, ça. Il y avait une histoire juive qui était bien aussi de la... Oui, si vous voulez. Non, c'est parce que c'est... Moïse, il a sa boutique dans la rue d'Aboukir, et puis le soir, il rentre avec sa femme en voiture, et puis ils prennent la rue Saint-Denis. Et dans la rue Saint-Denis, il y a évidemment beaucoup de prostituées. Alors la femme, elle dit, je me demande vraiment ce que les hommes trouvent dans ces femmes-là. Alors il dit, mais c'est des professionnels, Sarah. Alors elles savent faire des choses. Oui, mais qu'est-ce qu'elles font qu'on ne peut pas faire, nous, les femmes? Ils font des choses, ils se mettent des costumes. Il dit, mais moi aussi, je peux me mettre un costume. Oui, mais elles ont des mouvements. Il dit, mais moi aussi, je peux faire des mouvements. Puis elles ont des trucs qui plaisent à l'homme. Alors, qu'est-ce qu'elles font qui plaisent à l'homme? Par exemple, au moment de l'amour, la fille professionnelle, elle geint. Comment elle geint? Oui, elle geint. Alors, l'homme, il est sur elle, et puis alors il s'excite, et puis elle geint, alors ça lui plaît, elle geint. Elle dit, moi aussi, je peux geindre. Il dit, ce soir, si tu veux. Alors le soir, ils sont dans la chambre, et elle arrive, ça là, elle a des jartelles et tout, elle se couche et tout, lui il se met contre elle et tout, et puis elle fait des mouvements comme ça, alors il dit... Et puis il la prend, évidemment, et il dit, il faut que je geins maintenant. Il dit, non, geins pas tout de suite, attends un peu, je te dirai quand il faut geindre. Alors quand il commence à la posséder, il dit, il faut que maintenant je dois geindre. Non, il dit, attends un peu, que je te dirai quand tu dois geindre et tout. Alors il continue encore, il dit, maintenant je peux geindre. Non, il dit, je te dirai, au moment où tu dois geindre. Il dit, vas-y, maintenant, vas-y, geins. Il dit, oh, j'ai pas payé le loyer. C'est bon. J'en connais une très osée, moi. Oui. Mais qui ne passera certainement pas, je le dis pour le plaisir. Voilà. On mettra ça dans les interdits des grosses têtes. Ces deux putes qui se trouvent au bois de Boulogne, elles ont des t-shirts. Et sur leur t-shirt, il y a marqué Jésus.
Alors, il y a une bonne sœur qui passe avec sa 2 chevaux, qui fait « Oh, mais c'est horrible, Jésus !» Alors elle sort, elle va trouver les putes. Non, mais c'est honteux, je vais appeler l'évêché, je vais appeler la police, enlevez-moi ça tout de suite, mais qu'est-ce que c'est que ça, vous n'avez pas honte? Promener avec des t-shirts qui est marqué Jésus, elle s'en va. Elle est vraiment toute rouge de colère. Et il y a une des 2 putes qui vient trouver sa copine, il fait « Tu vois, je suce, ça s'écrit pas comme ça. » Elle est osée, hein. Oh, moi je trouve qu'elle passe très très bien, celle-là. Faut la laisser. Oh non, celle-là, elle est gentille. Madame Pruvot de Massy demande quel est le Français, prix Nobel de littérature, qui fut longtemps bibliothécaire aux États-Unis. Hallyday. Prix Nobel de littérature. Français, il était. Français. Il était français, prix Nobel de littérature. Il y a fait longtemps qu'on n'en a pas eu. C'est pas Mauriac. Hein. Il est mort après la guerre. Après la guerre. Il est mort. Saint John Perse. Oui, Saint John Perse, c'est-à-dire Alexis Léger de son vrai nom. Bonne réponse de Jacques Martin. Ah, les poèmes de Saint John Perse. Oh, les poèmes de Saint Jean de Perse. Oh, Maître Corbeau sur un arbre perché, Tenait dans son bec un fromage. Maître Renard par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Ne mange pas le fromage, c'est pas cachère. Ça, c'est Oui, c'est un poème de Saint John Perse. C'est un des poèmes les plus cons du monde. Le corbeau ne mange pas de fromage. Exact. Je vous défie de filer du fromage à un corbeau et qu'il le bouffe. Et en plus, quel que soit le fromage, même si c'est un tout petit crottin de Chavignol, vous n'arriverez jamais à faire pour l'évêque en manger. Tenir un fromage dans la bouche d'un corbeau. Oui. Et en plus, alors, même si le corbeau, à la rigueur, je dis bien à la rigueur en période de disette, même si un corbeau, à la rigueur, a un fromage, le renard, il s'en fout, alors lui, du fromage. Un renard est absolument incapable d'aller faire le singe sous un corbeau pour manger le fromage. Ce qu'il veut, c'est manger le corbeau. Vous comprenez? La soupe au corbeau, c'est bon. Moi, j'adore. Et la fourmi est prête. Vous savez comment on fait la soupe au corbeau? On prend un corbeau, on le plume, on le zigouille, on va pas le... On le vide, on le plume, on prépare un petit bouillon, on met des épices, on met quelques carottes, un petit bouquet garni, un poireau. Bon, on met le corbeau et on met un fer à repasser. On fait bouillir et quand le fer à repasser est mou, on peut manger le corbeau. Une vieille recette de nos provinces. C'était la recette du potage au corbeau par Jean-Yann. Très belle histoire sur le péché originel. C'est Dieu qui appelle Adam. Il vient voir toi. Il dit quoi moi? Il dit oui, toi, t'es le seul. Je viens de te créer avec Ève. J'ai été faire pipi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, on m'a dit que il s'est rien passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit il y a un serpent qui s'est amené avec une pomme à la main. Du coup, t'arrêtes tes conneries. Bon, peut-être pas à la main. Il l'avait dans la bouche. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux savoir. Il m'a dit on a mangé la pomme. On avait faim. Vous veniez de nous créer, tout ça. Oui. Bon. Et après? Il dit après, je sais pas si c'est la pomme, mais il y a Ève qui s'est un peu intéressée à moi. Il dit après, comme elle s'est intéressée à moi, je me suis intéressé d'une façon... D'ailleurs, je me suis rendu compte, ça m'a fait presque mal au départ, j'étais étonné, elle m'intéressait beaucoup. Il dit après, elle s'est intéressée de plus près, elle m'a fait une petite bise à l'endroit où je n'ai pas le droit de... Oui, et après, elle a continué la bise, et après, il dit après, on a fait l'amour, vous venez de nous créer, on découvrait, il dit, combien de temps? 2 heures, 2 heures et demie, on n'a pas arrêté, c'était bon, c'était la première fois. Il dit oui, vous venez de nous créer, je sais. Et après, il dit après tout ça, elle a été se laver, quoi. Vous venez de créer une rivière juste avant. Elle a été se laver dans la rivière, je vous remercie de l'avoir créée d'ailleurs, ça a pu se laver. Il dit ben voilà. Et maintenant, tous les poissons vont sentir comme ça. Faut vous dire,
Les gens qui écoutent, vous vous rendez pas compte que Philippe Bouvard, chaque fois que je raconte une histoire un petit peu graveleuse comme ça, il se retourne vers le technicien Bernard qui est là-haut, Bernard à qui on doit tout, pour savoir s'il va couper l'histoire ou s'il va la garder. Je ne me retourne que quand les histoires sont déjà connues de longue date. Alors, ah pardon. Moi j'ai un Belge qui s'adresse sur la place de Bruquet, n'est-ce pas? Il s'adresse à une péripatéticienne, mais avec 20 francs belges en poche, ça ne fait pas grand-chose d'abord. Et pardon madame, est-ce que tu saurais faire quelque chose avec moi? Bon oui, bah alors tu montes tout de suite petit, hein. Oui mais j'ai que 20 francs belges. Bah va te faire foutre, pas faire de calais, fiche-moi le camp. Pelgreux, hein. Alors il s'en va, il va avoir une autre péripatétipute. Je n'ai que 20 francs belges. Non mais tu s'en vas pas, t'as vu la marchandise, allez fiche-moi le camp. Il trouve une troisième pute, disons-le carrément, hein, puisque nous y sommes. Dites-moi, avant de faire quoi que ce soit, je n'ai que 20 francs belges, qu'est-ce que tu saurais faire pour moi avec ça? Rien du tout, mais je connais une fille qui est dans le canal dans le nord de Bruxelles qui pourrait te faire des choses très intéressantes, peut-être pour 20 francs. Va la voir, elle n'est pas très belle, mais tu peux y aller. Il monte dans le brouillard verdâtre du nord de Bruxelles. Il arrive, il trouve une cabane pourrie en bois, berk, un peu glauque, il ouvre la porte. Il voit ici une grosse femme énorme vêtue de serpillière gluante, avec des cheveux gras, maculés de taches rouges, c'est une épouvante. Elle dit, qu'est-ce que tu saurais me faire pour 20 francs belges? Je viens de la part de Liliane. D'abord, pour 20 francs, tu peux te faire Minette, dit-elle en soulevant sa robe. Mais ça ne va pas pour 20 francs, Minette, mais c'est tout. Bah, écoute, c'est ça où tu t'en vas. Bon, il pose ses 20 francs sur le truc, il commence à se mettre à genoux. Il regarde, c'est une épouvante. Et il voit des choses qui bougent. Il dit, ce n'est pas vrai. Il se relève et dit, mais écoutez, il y a des morpions. Il dit, alors, pour 20 francs, qu'est-ce que tu voulais? Des gambas, peut-être? Il s'est retourné. Il s'est retourné. Il s'est retourné plusieurs fois. Philippe s'est retourné vers Bernard à tous les coups, c'est comme Non, ça. celle-là, elle est... Non, parce qu'elle commence comme une blague très très connue, mais ça s'arrête à la troisième. Voilà. Et pour 20 francs, on veut rien lui faire. Et puis, désespéré, il rentre chez lui, il dit à sa femme, on va aller au cinéma. Il ressort avec sa femme, il passe devant la première pute qui le regarde et qui dit, tu vois ce qu'on a pour 20 francs? Non, mais je dois dire, les gambas, c'est bien, parce que c'est bon en plus. Moi, j'aime ça. Tiens, avec ça, je vais vous raconter une petite histoire très osée. Oui, la page 4, là, elle est La bonne, page là. 4, là. Attends que je regarde que je me gourre pas. Il y a un petit garçon qui arrive et puis qui va voir son papa. Il lui dit, dis papa, comment ça s'écrit clitoris? Père lui dit, si tu m'avais dit ça hier soir, je l'avais sur le bout de la langue. C'est charmant. Ah ouais, moi je trouve super cette histoire, hein. Elle est mignonne celle-là, non? Mais oui. Ça illustre bien tout ce que vous êtes en train de dire. Vous racontez des saloperies puis vous êtes outrés quand c'est moi après qui. Mais non, pas du tout. Pourquoi toutes les femmes ont des jambes? Les femmes ont des jambes. C'est pour pas qu'on les suive à la trace comme les escargots. C'est terrible. Oh, celle-là, elle est dure. Elle est plus courte, mais elle est plus... Oh, il est fabuleux. J'ai une histoire très cochonne. C'est pas vrai. C'est une... Autant la dire tout de suite. Mais oui. Parce que je m'en souviens. Ça nous mettra dans le ton. Oui. Comment appelle-t-on le sexe d'une dame? Oh, il y a des tas. C'est très, très grossier, très vulgaire. 50 appellations. Et ça me fait beaucoup rire. Tellement Un c'est abricot? Non. Ça Si, on dit s'appelle l'enfer. L'as-tu vu? Ça s'appelle l'enfer. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas fait de Non. bonnes intentions. Ça tend la bite. Alors là. Oh là là. Elle est grosse, celle-là. Eh ben, vous nous avez... Eh ben, c'est bien, surpris, c'est bien. C'est mon boucher qui me raconte ça. Ah, il a bon dos, votre boucher. Hein. Ah, vous savez, dans le magasin, ça fait bon effet. Alors, question qui est très proche de la précédente, question de Monsieur Chevreau de Pau. Que doit... Chevreau, il a dû se marrer à l'école. Ah, la peau de Chevreau, Chevreau de Pau, ah oui. Ben oui, il s'appelle Guy Chevreau, il habite chez Monsieur Robert Laborde, à Barros-Morlax, à Pau. Je vous dis ça pour que... Ah, ils habitent entre hommes. Vous ne pensiez pas qu'il s'agit d'un jeu de mots un peu facile. Oui, non, non. Chez son ami, monsieur. J'habite chez son ami, c'est son normal. ami, chez son ami. Et pourquoi?
c'est normal. normal. Il habite chez un camarade. comment vas-tu, mon grand? Ça va, toi. Oui, très bien. Bah quoi? On se connaît au séminaire, on a renoncé à nos vœux ensemble. Et nous, c'était tout de suite après la guerre. Alors, on voulait nous filer des surplis de l'armée. Alors, ça nous a pas plu. Non, parce que ça gratte, oui. Vous voyez, moi, je suis très fragile de la peau, je tricote tous mes dessous, vous voyez. Avec du coton perlé numéro 3. Je fais tous mes slips en pointerie, puis je rentre. Et je renforce l'entrejambe, vous voyez, parce que... Juste beaucoup, vous voyez. Tout est donc parti de Monsieur Chevreau. Oui, monsieur Chevreau, oui, de Pau. Qui vous demande que doivent faire obligatoirement le dimanche matin tous les jeunes cubains. Dimanche matin. Est-ce que ça a un rapport avec ce que monsieur Martin vient de nous raconter? Se laver les pieds. Non. Fumer le cigare. Non. Tu peux traduire? Aller dans les plantations, faire Tu peux traduire ce que fait le jeune cubain, oui. Qui? tailler les cannes à sucre. Oui, non, en français. Ben oui. Le matin, le jeune cubain se lève. Oui. Ouvre la porte et salue la journée qui s'éveille. Ses mains délicates vont cueillir quelques gouttes de rosée sur les fleurs de tabac qui s'étendent dans les grands champs qui sont juste au tournant de la Punta del Este, qui est la place principale de Cuba, juste après le Café de la Gore, en partant du boulevard des Goyes. Vari. Ah! Vari. Ah, s'écrie le jeune cubain. Cette manie que j'ai de parler anglais. Oui, c'est ça. Vous avez appris le tamoul? Oui, bien sûr. Mais ça se chante plutôt que ça se parle. Vous savez chanter en tamoul? De bricole. Par exemple. Il chante très bien en Il tamoul. chante Ni raham ni les osnuni, Shale barluna ki sidi ala mama. D'ailleurs, Aznavour est d'origine taboule. Alors il y a toujours le jeune cubain. Je crois qu'il vaut mieux le laisser où il est, c'est dimanche, qu'est-ce qu'il irait faire? Mais alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend Fait une prière à Castro? Non. C'est patriotique. Il célèbre la Révolution. Ça n'est pas patriotique, mais le libérateur a pensé que c'était bon pour le développement du jeune Du cubain. maniement Maniement La jeunesse cubaine est très en avance sur les autres générations. En effet, chaque matin, le jeune cubain, après avoir fait toilette sommaire, ouvre la porte et salue le soleil, emblème de son pays. Puis, se tournant vers l'image de Fidel Castro, il porte sa main droite à la hauteur... à la hauteur du bras gauche et invite, c'est bien dur, à fumer d'un tabac d'une marque étrangère. La riante vallée de Cuba produit environ 16 700 tonnes de coton. La moitié part pour l'exportation, puis ce sera l'échantillonnage, le bouclage et enfin l'expédition sur les cargos. Il va à la pêche. Non. Il va à la chasse. Il fait quelque chose qu'on fait à deux. Du tandem. Il respire. Il travaille pour la République. Non. Il fait ça généralement avec un camarade. Eh bien, nous allons applaudir Monsieur Chevreau de Pau. Ça aurait été plus drôle s'il avait été de Gand, Monsieur Chevreau. Finalement. Oui, bien sûr, il est ménager. Alors voilà la réponse. Le gouvernement cubain vient de décider que les jeunes cubains devraient jouer aux échecs tous les dimanches matins, chez eux, sur les places publiques, et que ce serait un sport très conforme à la obligatoire, politique du pays. afin, disait Fidel Castro, de maintenir l'élite intellectuelle. Ah oui, c'est pourquoi ils ont la pommade. Fin de citation. Il faut toujours faire comme Léon Zitrone pour pas se mouiller, vous dites fin de citation. Oui, est-ce que ça, c'est Vous connaissez l'histoire de la dame qui dort toujours les jambes écartées? Non? Alors, son mari lui dit, tu sais, si tu continues à faire ça, parce que ça le gêne évidemment dans le lit, cet homme,
tu vas voir, tu as les organes qui descendront et qui sortiront de ton corps. Il n'a pas l'air de prendre ça au sérieux. Alors, au bout d'un mois, excédé, il va chez le tripier voisin. Oh, Philippe. Il achète quelques petites choses, et puis comme sa femme dort, il rentre, et entre les jambes largement écartées de son épouse, il dispose Dégoûtant. artistiquement tout ce qu'il a acheté chez le tripier. Et puis, il s'en va. Il s'en va travailler. Il s'en va travailler. Et puis le soir, il rentre et sa femme a pas bonne mine. Il lui dit alors, il dit, tu sais, chérie, c'est vrai ce que tu m'avais dit. À force de dormir les jambes écartées, les organes sont descendus. Il dit, ça t'a fait mal? Il dit non, quand ils sont descendus, non. Mais alors pour les remettre. J'ose pas imaginer. Je n'ose pas imaginer. Moi, j'ai connu un milliardaire comme ça qui tremblait beaucoup. Le genre de mec un peu saccadé comme ça. Et un jour, il arrive dans une maison de passe très connue. Il arrive, il dit « Bonjour, madame, je voudrais choisir 5 de vos pensionnaires. » Et il en choisit 5, une blonde, une brune, une avec un soute rouge, une avec un slip rose et une avec des chaussettes blanches. Et il va dans une chambre. Alors, il y en a une qui lui attrape une main, il bouge moins. L'autre lui attrape l'autre main, il bouge encore moins. La quatrième, les 2 pieds, etc. Et la 5e lui monte dessus. Et il dit « Lâchez tout !» Eh ben, on n'aurait jamais raconté ça la première année. J'ai pas dit de grossièreté. Hein. Non. Ah non. Mais on s'y croyait quand même. Ah bah oui. Vous connaissez celle de l'Américain qui arrive dans une ferme et qui veut absolument 500 kilos de laine? Une laine en Australie. Alors les mecs ils disent mais on peut pas parce que les moutons ils ont déjà été. Il dit écoutez je sais que vous avez les meilleurs moutons d'Australie, je veux 500 kilos de laine, c'est un cadeau personnel que je veux faire à ma femme. Et les mecs ils disent mais on peut. Alors il dit je vous donne $10 000. Les mecs font merde 10 000 500 kilos de laine, faut pas déconner. La laine est en général à $100 le kilo. Alors ils reprennent les moutons, ils les rasent avec un rasoir, tu vois, machin, et ils arrivent 499 kilos 500. Il fait voilà, il y a 480. Il dit non, je vous ai demandé 500 kilos, il faut 500 kilos de laine. Les mecs, ils font, on n'a pas. Et est-ce qu'il voit le grand-père qui a un coin, qui a une grande barbe? Alors, il fait sortir l'Américain, il saute sur le vieux, il lui rase la barbe, il fout dans la laine, il mélange bien comme ça, il pèse 500 kilos. Il fait 500 kilos, voilà. Et ils prennent les $1000 et ils font, on va se payer des petites vacances. Ils se barrent en vacances. Ils reviennent la semaine d'après, et de loin, la bonne femme m'a fait, qui c'est qui est sur le toit là-bas? Il fait, comment c'est sur le toit? Elle dit, ben, regarde, il y a un mec sur le toit. Alors, il avance comme ça, et il voit le grand-père qui est accroché à une cheminée sur le toit. Il fait, ben, qu'est-ce que tu fais là? Il fait, l'Américain est revenu! Et alors? Il voulait une douzaine d'œufs. Bah oui alors, il y en a que 10. Dit pauvre Médor, comme il se serait régalé. C'est un militaire? Non. C'est un écrivain? Écrivain. Ça aurait pu être Victor Hugo, non? L'écrivain dans le siège de Paris. Médor, un rapport avec une de ses œuvres? C'est un écrivain dont nous citons assez souvent les bons mots ici. Ah bon? Une grosse tête de l'humour, et on peut dire que le sien n'a pas pris une ride en près d'un siècle. Courteline était trop jeune à l'époque. Allais? Non. Capu? Non. Bah c'est l'autre. Oui. Dites? Ah non, il n'y a pas, non. Non. Non, c'est l'autre, il y a la même époque. Quoi? Le machin, oui. Celui qui a mangé son chien. Je pense qu'il n'avait pas à manger son chien, c'est une boutade qu'il faisait. Il était poète aussi. Non. Une boutade à moi avec son chien. Il était auteur dramatique à ses heures. Oui. Mais cinéphile. Il excellait dans la formule, dans la maxime, dans la boutade, dans... Capu, Allais et l'autre, c'est le troisième.
qui est peut-être le plus grand d'ailleurs. Oui. Oui. 1m85. Non, je veux dire. Et les trois que vous citez le tout pape le temps, de l'humour. C'est Car, machin. Non, ça c'est vraiment le pape de l'humour. Aïe. On peut un siège, j'ai pas. J'ai oublié le nom du pape. Non, c'est un homme de talent qu'on relit d'ailleurs aujourd'hui. Avec plaisir. Oui, disons le mot avec plaisir. Oui. Il faisait que des livres. Non, il faisait des pièces. Il écrivait dans les journaux. Et deux de ses pièces sont au répertoire de la Comédie Française. Bon, d'accord. Alors si c'est pas la biche, c'est Feydeau. C'est Feydeau. Ou si c'est pas Feydeau, c'est celui qui a mangé son chien pendant qu'il y a Qu'est-ce qu'on fait On connaît que lui, bien sûr. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils font à la Comédie Française maintenant? Alors, dites, amiral. Non. Dites, puisque le mouvement de vos lèvres indique que vous avez trouvé la réponse. Non, je vous disais, je vous aime. C'est Renard. C'est Jules Renard. Bonne réponse de l'amiral. Et les deux pièces de Jules Renard qui figurent au répertoire de la Comédie Française, c'est Poil de carotte, mais la deuxième, je sais pas ce que et le pain de ménage. Le pain de ménage. Voilà. Et s'il y a le siège de Paris, t'as intérêt à changer de chien. Il n'y a pas grand-chose à becter. On peut faire un croque-monsieur avec son chien. Vous avez vu cette langue qu'il a? Il vient de chez le dresseur, c'est pas possible. C'est parce qu'il fait trop chaud. Ici, ça transpire par la langue, les chiens, vous savez pas ça. Ça transpire bien, dis donc. Enlève ton maillot de corps, Marcel. C'est pas un chien, c'est un tamanoir. Alors, Titi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça y est, le lait charpou est lâché dans le dortoir. Non. Regardez, il fait ça toujours? Mais vous pouvez non, il fait ça quand il vous voit. Enfin, ça fait 5 minutes qu'il arrête pas. Ça vous impressionne, ça, hein? Et ça vous donne des complexes, là. Une paire comme ça remplace les essuie-glaces. Ouais, bon, on t'adopte, ça va. Mais donnez-lui de l'eau, faites quelque chose. Tété, arrête. Ah, t'as vu? C'est rare, hein? C'est un chien entièrement truqué. Ah, voilà. Faut changer les piles, là. De Madame Méplé. Et vous me plaît beaucoup, me plaît beaucoup. Ça me plaît énormément. Maddy de son prénom, hein. Non, pas Maddy. Si, Maddy Méplé. Mais non, c'est beaucoup de son prénom. Beaucoup Méplé. Méplé, oui. beaucoup Méplé, la dame. De Montluçon. Ah, dans la Meuse. Mais non, pas dans la Meuse. C'est pas dans la Meuse, Montluçon? Bah, ça a glissé avec les inondations, alors. C'est pas dans la Meuse, Montluçon? Qui a dit? C'est dans le Cantal, Montluçon? Mais non, mais non. Dans le Berry? On se rapproche déjà, là. Mais Montluçon, c'est pas près de Vernioret-les-Aubins? Sur la départementale 212? Jean? Comment? Montluçon, c'est entre Vernioret-les-Aubins et la... Franchement, alors s'il y a un truc dont je me fous avec la dernière énergie, c'est bien de savoir où est Montluçon. Mais tu as tort parce que les gens t'aiment à Montluçon. Ouais, non, mais c'est beau, Montluçon. Moi, Très belle église à Montluçon. Moi, j'aime beaucoup les gens de Montluçon. Parce que j'aime les êtres humains. Oui, bien sûr. Et les villes, je m'en fous des villes. Mais Montluçon, c'est une ville. J'aime les gens de Montluçon, même si je les rencontre ailleurs. Oui, non. Comprends-tu? Mais il y a un air à Montluçon. Il n'y a pas d'air dans Montluçon. Comment il n'y a pas d'air dans Montluçon? Comment? C'est pas pollué, Montluçon. Non, mais c'est très propre, dans le nom Montluçon. de Montluçon. Mais quand on connaît pas Montluçon, on dit Oui, pas alors mal. vraiment. Si vous avez tapé sur Montluçon, c'est toujours Paris avec vous. Paris. Mais Montluçon existe. Mais Il ouais. a sa dignité dans le pays.
Mais enfin, c'est à cause des chansons, parce que Montluçon, c'est du champagne. Montluçon, c'est de l'amour. Montluçon sera toujours Montluçon. Sa perception et ses pompiers, sa belle mairie, tout travail. Et charcutier. Son charcutier, oui, on est heureux sans façon dans les rues de Montluçon. Chevalier a chanté ça 30 ans. T'es né à Montluçon, Chevalier. Vous n'avez jamais accosté à Montluçon, monsieur? Si, par erreur. Qu'est-ce qu'il y a à Montluçon? Eh ben, vous avez d'abord la rue principale qui s'appelle Grand Rue, parce qu'il veut dire que Montluçon est une ville merveilleusement achalandée. Son roman de pente, son pont des soupirs, son nougat, le Montluçon. Exactement. Ah, le nougat de Montluçon. Oh, ouais. Et ses berlingots également. Oui, les griottes. Les griottes de Montluçon. C'est quand même la capitale du champagne. Ah, aussi, oui. Faut pas se gourer. Comme tout le Bordelais d'ailleurs. Oui. Et d'ailleurs, le député de Montluçon, c'est qui? Porcheret-Émile, qui a été remplacé par le 10 mai par Goinfrier-Marcel, qui était plutôt centre-gauche. C'est un type bien, Marcel Goinfrier. Oh, Marcel. Très très bien. Et très pour l'indépendance, Montluçon d'ailleurs. Si on donne l'indépendance à Montluçon, ça va filer un drôle de coup à notre économie. Hein. Parce que Montluçon, c'est quand même... Parce que si Montluçon coupe son pétrole, avec votre Ferrari, votre Lamborghini, tout ça. Eh oui, mais tu as raison de le faire. Les Derrick de Montluçon, quand on... c'est impressionnant. Ah, quand on arrive sur Montluçon? Ouais. Il y a une base américaine. Ah oui, Montluçon. Derrière l'église. Dites, ça doit être énorme pour que tout ça y vienne. C'est justement là où je suis étonné, c'est qu'un homme comme vous, quand même, chargé de renseigner la France sur divers médias, reste quoi lorsque nous autres, nous parlons de Montluçon, parce que nous avons étudié Montluçon. Vous voyez le port de Montluçon avec ses porte-containers et ses grues. Les grues du port de Montluçon sont très étonnantes. Les Montluçon, c'est très étonnant. Mais je trouve étonnant que Philippe ne soit jamais allé à Montluçon. Vous avez jamais vu Montluçon et Lumière sur toutes les routes. Le seul son et lumière qui a été écrit par Mauriac, vous n'avez pas vu ça? Non, parce que le détroit de Montluçon, en plus, politiquement, c'est important. Ah oui, une importance capitale. Ça, je savais, oui. Si les mecs ferment... Stratégiquement, oui. Sur le plan culturel, Montluçon est une plaque tournante. Il faudrait parler en peinture de l'école de Montluçon. L'école de Montluçon, ah oui. Tous les peintres de l'école de Montluçon, Barnier, Chevriot, Perceret, Michemoun, Alguin, Fechgard a habité devant. Oh, les peintures de Fechgard, c'est tout Montluçon. C'est toute l'école buissonnière, cette école de peinture. Où Dalida a-t-elle sa résidence secondaire? À Montluçon. À Montluçon. Enfin, faut dire que c'est Port-Franc maintenant. Hein. Oui. Il n'y a plus de taxes. D'ailleurs, la Vierge de Montluçon qui a apparu a donné naissance à... Dans la grotte de Montluçon. Des pèlerinages, oui. La seule Vierge qui soit apparue en bagnole, un feu rouge. Il y a 2 agents qui y croyaient pas. Si, je vous l'assure. Alors, Madame Méplé, donc, qui a l'insigne honneur, le privilège d'habiter Montluçon. Et mais je voudrais, je m'excuse, j'aimerais, Olivier, que tu nous dises ces merveilleux alexandrins que tu avais inspiré Montluçon, tu sais, lorsque tu avais dû quitter la France et que tu étais exilé. Ah, Montluçon Espoir et cette cité immense dont les activités me rappellent la France. Je regarde le port et là-bas au couchant un cargo qui s'éloigne. Montluçon, suis-je enfant maintenant de cette nouvelle patrie? Et je regarde encore cette ville qui m'éblouit. Je vais dans le village, dans la rue centrale, je vois la poste aussi. Je vois une cavale fière monter. Sur la place tout au centre, c'est la statue équestre d'un homme au petit ventre. C'est Bouvard qui est là. Partout, moi. Immobile et radieux, défiant avec son sabre de Montluçon les cieux. Moi, j'ai composé également autre chose, mais c'était plutôt pour distraire la population. C'était plutôt imparti. Comme là, une chanson. Si tu me fais voir ton Montluçon, je te ferai un petit suçon, ma belle Suzon. Oh, oh. Mais attention, hein, je vous demande pas comprendre, c'est de l'humour montluçonnais, hein. Il est évident qu'il faudrait que... Ça s'exporte mal, hein. Oui, très mal. Ce qui est fascinant, c'est le nombre de Japonais qui viennent à Montluçon. Il y a un nombre de Japonais considérable qui viennent copier Montluçon. Ils viennent copier Montluçon. Mais Tokyo n'est pas autre chose qu'un grand Montluçon. Il y a un poème sur Montluçon qui dit Montluçon, tu me plais, j'aime beaucoup tes filles. Montluçon, je t'en prie, retire ta cédille.
Montluçon, 5 minutes d'arrêt, buffet gastronomique. Attention, départ s'il vous plaît, fermez les portières. La Garenne Chevreuse, branlez le petit, Chigné le chef, Marceau le Binaire. Attention, départ. Qui a dit non, et je crois qu'on serait complètement injuste si on oubliait quand même de parler de l'aspect religieux de Montluçon. Ah, une très belle cathédrale. Lorsque Godefroy de Bouillon, en 1012, prêche la 7e croisade contre les asticots, il s'arrête. C'était une tribu absolument sauvage. Eh bien, Godefroy de Bouillon prêche sa croisade à Montluçon. Non, posez votre question. Montluçon étant, à la suite des placements géosynclinaux et la cristallisation du feldspath, très probablement antérieur au Chaganard, et antérieur à tout, fatalement, le Chaganard est parti de Montluçon. Bon, alors... Non, moi, ce qui me gêne, c'est qu'en définitive, on a beaucoup parlé de Montluçon, on n'a rien dit sur Abbeville, par exemple. Oui, non, mais Abbeville, alors, il faudrait une soirée, il faudrait qu'on ait le temps, parce que... Excuse-moi, mais Abbeville n'est qu'une copie. Hein. N'est qu'une copie, pas le copie de Montluçon. Lorsque Tiburce le Vieux retournait à Montluçon après la bataille de Silex, sa sœur, Adémote de Percange, venait d'être tuée par un taureau, c'est pour ça qu'elle légua l'ensemble de ses biens à Adhémar Sigismond de Mangeaille, qui, lui... Et c'est là que ça devient intéressant pour tous ceux qui ont aimé Montluçon. Qui, lui, lorsqu'il était vice-prévôt de l'Académie, ayant eu droit à une partie des droits régaliens de la cathédrale de Montluçon, dont on peut encore voir le transept en dépit du bombardement par les Japonais en 1782, a réédifié l'orphelinat avec les orphelins authentiques entièrement importés d'Allemagne. Alors, non, vous suivez ou pas? Non, mais si ça vous emmerde, la culture, dites-le, Bouvard, hein? Allez-y, Laure. De qui? Allez-y. On est là depuis une demi-heure. Mais si ça vous intéresse... Je n'ai pas encore posé la première question. Ah oui, permettez-moi de vous dire, il faut se renouveler aussi dans la vie. Alors toujours répondre à des questions, ça n'a pas d'intérêt. Pour une fois qu'on a là un sujet intéressant. Intéressant. Pensez que Roosevelt avait quand même dit, on s'en fout qu'il détruise Pearl Harbor, on ira à Montluçon. Ça, je ne l'ai pas inventé. Non. Hein? Et lorsqu'Henri IV s'exclame « Montluçon vaut bien une messe », dans un pays où la synagogue est remarquable, tu as vu la synagogue de Montluçon, entièrement en saindoux, la seule cathédrale qui ne soit pas cachère. Alors, Madame Méplé de Montluçon... Faudrait aussi parler de la polyculture de Montluçon, parce qu'on n'y fait pas seulement que du blé, mais également un peu de seigle, de l'orge. Dans la région de Montluçon, la betterave neutre du Danube pousse fort bien. Voici une vue des champs de la région de Montluçon. Bien sûr, bientôt, lorsque la pierre prometteuse donnera enfant aux hommes ses richesses et qu'on verra les feuilles onduler au vent du printemps, les cultivateurs pourront se réjouir de ces semailles qui ont tant promis. Ô terre nourricière, sillon de Montluçon, toi qui s'est tant donné. Dans la riante cité de Montluçon, à la sortie nord-est de la ville, se dresse l'usine de Gros Poutard. Le Gros Poutard est un fromage régional qui présente la particularité d'avoir la croûte à l'intérieur. On distingue 3 sortes de Gros Poutard. Le fromage préféré du docteur Schweitzer, qui en plein cœur de la savane, n'hésitez pas à s'exclamer « Il est Gros Poutard, docteur Schweitzer ». Car en tant qu'Alsacien, il raffolait du Gros Poutard. Le Gros Poutard sent extrêmement mauvais et rappelle de très près l'excrément de la jument. Il est vendu chez les bons fromagers. Qui a dit « Tant que les Français mangeront 2 fois par jour ». Ah, ce qu'on mange bien, Montluçon. Il y a une gastronomie montluçonnaise, j'ai évoqué les fromages un peu rapidement. La choupette de Montluçon. La choupette de Montluçon, oui. En tant que député de Montluçon, je dois dire, Philippe, que Montluçon aura dès 83 un nouvel tout à l'égout. Croyez-moi, nous y avons beaucoup pensé. Nos rats ne vivront pas dans la puanteur infecte de certaines autres villes. Il y a la télévision à l'intérieur des égouts de Montluçon et les rats peuvent suivre les programmes. Certains écrans ont été mordus à l'apparition de Daniel Gilbert, mais ils ne sont plus mordus, d'après ce qu'on m'a dit. Montluçon a décidé dans un programme jeune et entièrement rénové de rester le phare de l'Europe et de la France. Vous y serez le bienvenu, Philippe. Ils ont même préparé votre venue parce qu'à Montluçon, ils ont fait quelque chose de très très chic. Il y a un hôtel, petits, oui. Non, pour les tout petits, ils ont diminué la hauteur des trottoirs. Et à l'entrée et aux portes de la ville, ils ont mis une loupe pour que tout le monde puisse vous voir.
Bon, la culture peut reprendre ses droits. Oui, non, si vous voulez, mais on pourrait parler d'autre chose. Et dès que vous sortez du bois de Montluçon, c'est sans problème. Allons-y. Il y a un bois Ah oui, voilà. Il y a un bois qui est habité par ce qu'on appelle le bouvard des herbes. C'est une espèce de petite bête qui s'attaque aux jambes des femmes. Montluçon est une ville essentiellement touristique qu'on doit traverser à pied. En autocar, ça n'a pas d'intérêt. Les petits cireurs de Montluçon, par exemple, qui arrivent et qui vous font les chaussures, les petits Montluçonnais avec leur tapis sur le dos, tous ces petits cafés Montluçonnais avec toute cette population folklorique, avec le tarbouche, le kihvif, c'est quand même... Ah oui, c'est vrai. À la limite de provoquer une émotion qu'on peut pas ressentir. Ah mais c'est très folklorique alors. Oui. Et on n'a pas parlé des petits métiers de Montluçon. Oh, les pignoleurs par exemple. Oui. Les brandouilleuses de Montluçon. Les trafougneuses des bois. Qu'est-ce que fait un pignoleur? Il pignole. Et une brandouilleuse? Elle brandouille. Elle brandouille avant le pignoleur. Quand on ne sait rien, Bouvard, on ne pose certains pas. Montluçonnais sont tellement habiles qu'ils font les deux en même temps. C'est dément, Allez-y. monsieur Rosé, hein? Ah non, mais moi je suis tout à fait intéressé, d'abord, Oui, parce que ben, je connaissais bien Montluçon, mais on vous a ouvert des horizons. Mais attendez, là, on vous a parlé que de Montluçon le haut, mais si on vous parle de Montluçon le bas, et de la vieille ville. Oh, la vieille ville. La vieille ville de Montluçon. Ça, entièrement reconstruite après la Seconde Guerre mondiale avec des boîtes d'allumettes. Et Montluçon chantier, c'est de la merde. Excusez-moi de vous dire. Hein? Allez-y. C'était Montluçon. Au revoir. Il n'ose plus poser la question maintenant. Où elle habite cette dame? C'est Madame Méplé toujours, et elle a vraiment beaucoup de patience, Madame Méplé. Ah, ils sont très patients les Montluçons. Alors, elle nous soumet une citation. Jean, est-ce que tu connais, ça n'a rien à voir, est-ce que tu as visité Maluçon? Dans la Haute-Vienne. Oh là là, j'ai visité notre Luçon, votre Luçon, leur Luçon, leur Luçon, qui est une... Et ton Luçon. Allez-y. Alors, c'est la première citation de la journée. Musicalement, où en sont-ils à Montluçon? Non, mais enfin, le concerto de Montluçon, c'est un truc que tous les grands chefs d'orchestre ont dirigé. La Montluçonnienne. Concerto pour chemise de nuit et orchestre. Vous vous souvenez du thème? Oh, c'est magnifique. Le premier mouvement est un adagio. Mais enfin, un adagio, mais non troppo. Hein. Oui, non troppo vivace. Voilà, ça, c'est la plus jolie derrière. C'est l'aspect multiconfessionnel de Montluçon. Voyez-vous, c'est le côté œcuménique de cette ville qui a eu le courage de jamais établir de différence entre les diverses croyances. Je me demande si j'en sortirai aujourd'hui de Montluçon. Oh, c'est pas possible. Faut demander à quelqu'un qui vous explique le chemin. Et Montluçon est très étendu. Sans plan, un étranger ne peut pas sortir de Montluçon. Il faut partir de la mosquée. Et tu vas directement sur le temple. Hein. Allez-y. Qui a dit « Tant que les Français mangeront 2 fois par jour... » Richard Montluçon. Tant que les Français mangeront 2 fois par jour... Et à Montluçon, on mange ces 4 repas par jour. Ils ont une vieille tradition qui est différente de la nôtre. Le matin, petit déjeuner. Vers midi, ce qu'ils appellent le déjeuner. Le dîner vers 7h et le souper vers 11h du soir. Alors... Je passe à la suivante. Non, oui, à mon avis, non. Oh, non. Oui. Non, parce que j'ai donné son nom, on a parlé un peu de sa ville. Alors à peine, une citation, on va pas la On trouver. prend tout à zéro, allez-y. Ben, on est toujours à 0. Ah, non, bon, mais on est bien. De toute façon, on est pas mal. On ne peut pas quitter Montluçon. Il paraît qu'ils exterminent les petits à Montluçon. Il y a que des grands. Parlons quand même des choses tragiques. Oui, bah ouais. Les fumeries de Montluçon.
Les fumeries de Montluçon sont un réel fléau pour notre jeunesse. Qu'est-ce qu'on fume là-bas? Le saumon. Ça, c'est épouvantable. Dans les fumeries, tous ces types allongés qui tiennent... Qui crient arrête, arrête. C'est le saumon qui crie arrête. Oui. Vous vous êtes jamais penché, bon là c'est vraiment une parenthèse ouverte à partir de Montluçon parce que c'est là que ça se pratique le plus, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous êtes allé une fois dans une fumerie d'opium, les gens fument l'opium, bon ça fait pas du mal à l'opium, mais quand on fume le saumon, ce saumon qui voit un mec avec les yeux bridés couchés qui lui tire dessus, mettez-vous à la place du saumon. Ce qu'il doit penser du Montluçonnais. Ça lui plaît pas au saumon. Il devient tout rose de confusion. Oui, c'est exactement comme ça qu'il rosit. Alors, qui a dit tant que les Français On mangeront... dort pas par jour, je la connais cette citation-là, c'est un truc que j'ai entendu à la radio. La radio Montluçon, il y a une radio libre à Montluçon. Oui. Ah, il a de la veine d'être libre, hein, parce que... Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.